Vous réservez un vol pour Bangkok. La confirmation arrive dans votre boîte de réception. Et enfoui dans les petits caractères se trouve un code à 3 lettres qui détermine la manière dont votre voyage débute réellement. Il peut indiquer BKK. Il peut indiquer DMK. Les deux, c'est Bangkok. Les deux sont des aéroports internationaux à part entière. Les deux accueillent des dizaines de millions de passagers par an. Les deux disposent de douanes, de services d'immigration, de jets long courrier, mais surtout du mot Bangkok inscrit sur le terminal. Mais ils se trouvent aux extrémités opposées de l'une des villes les plus embouteillées de la planète et ils ne fonctionnent pas comme un seul et même système. Pour une compagnie aérienne, cela impose un choix stratégique. Bangkok ne s'était pas donné pour but de construire un ingénieux système à 2 aéroports. Elle s'était donné pour but de construire un seul aéroport pour les dominer tous, puis a vu cet aéroport se noyer dans son propre succès avant de ressusciter l'aéroport qu'elle venait tout juste de sacrifier. Le résultat, ce sont 2 géants désormais en pleine expansion, engagés dans une lente compétition où chaque gain pour l'un affaiblit l'argument en faveur de l'autre. Alors, comment une ville qui cherche à se regrouper finit-elle par se scinder en 2 ? Débutons par le plus ancien des géants. Don Mueang est l'un des aéroports historiques d'Asie, en activité par intermittence depuis 1914 et ayant servi de principale porte d'entrée commerciale de Bangkok pendant la majeure partie du XXe siècle. Durant des décennies, si vous atterrissiez en Thaïlande, vous atterrissiez à Don Mueang. Il assurait les vols intérieurs, les vols internationaux, la compagnie nationale Thai Airways et le code aéroportuaire BKK qui signifiait Bangkok pour l'ensemble du monde de l'aviation. Lors de son apogée en 2004, Don Mueang accueillait plus de 38 millions de passagers. Cela en faisait à l'époque l'un des aéroports les plus fréquentés de la planète. Mais il était vieux et enfermé par la ville qui avait grandi autour de lui. Ses pistes et ses terminaux n'avaient jamais été pensés pour l'ampleur du tourisme thaïlandais moderne, ni pour l'explosion du transport aérien en Asie. La Thaïlande avait besoin de quelque chose de plus grand. La logique était limpide. Construire un nouveau méga aéroport. Y transférer tout le trafic commercial. Laisser Don Mueang se retirer dans une tranquille insignifiance. Un aéroport, une porte d'entrée, un plan. Lors du mois de septembre 2006, Suvarnabhumi a ouvert ses portes, à environ 25 km à l'est du centre de Bangkok. C'était un projet national phare, fruit de plusieurs décennies de travail, doté d'un terminal élancé en acier et en verre, de pistes modernes et d'une toute nouvelle identité. Il a repris l'ensemble du trafic commercial international et la plupart des vols intérieurs. Fait crucial, il a hérité du code BKK de Don Mueang. Ce transfert était symbolique. BKK avait toujours signifié Bangkok aux yeux du monde et désormais BKK désignait Suvarnabhumi. Don Mueang s'est vu attribuer le code DMK, plus discret et relégué à l'arrière-plan. La capacité initiale prévue était d'environ 45 millions de passagers par an. Sur le papier, cela devait permettre à Bangkok d'aborder confortablement l'avenir. Il n'a jamais été prévu d'avoir 2 aéroports équivalents. Il était conçu comme un remplacement, point final. Les problèmes ont commencé presque immédiatement, et ce n'était pas le genre de problème que quiconque voulait admettre. Suvarnabhumi n'a pas échoué. Il a réussi bien plus vite que ne le supposait son propre plan directeur. Le marché touristique thaïlandais était en plein essor. Le transport aérien en Asie du Sud-Est explosait. Et une nouvelle force redessinait la carte aérienne de toute la région, les compagnies à bas coût. Le modèle d'AirAsia et de Lion Air, fait de vols bon marché à haute fréquence et de point à point, multipliait chaque année le nombre de sièges à travers la région. Un aéroport de 45 millions de passagers, qui absorbe toute cette demande d'un seul coup, s'est retrouvé sous pression dès le premier jour. Il y a également eu, très tôt, des problèmes opérationnels au nouvel aéroport, des plaintes concernant des fissures sur les pistes et la congestion des terminaux, qui ont nourri un sentiment grandissant que Suvarnabhumi ne pouvait pas, à lui seul, porter toute la ville. Donc, plutôt que de résoudre le problème aéroportuaire de Bangkok pour une génération, Suvarnabhumi en est discrètement devenu une partie. Bangkok avait construit un immense nouvel aéroport et en quelques mois, elle a découvert qu'elle avait toujours besoin de l'ancien. C'est le moment qui définit tout ce qui suit. Le 25 mars 2007, moins d'un an après que Suvarnabhumi a pris le relais, Don Mueang a officiellement rouvert ses portes au vol. L'aéroport a repris vie comme une soupape de sûreté.
Bangkok est passé, presque du jour au lendemain, d'une politique à un seul aéroport à une réalité à 2 aéroports, sans jamais s'être assise pour concevoir une stratégie cohérente à 2 aéroports. Cette distinction a une importance énorme. Don Mueang n'a pas été ressuscité parce que Bangkok possédait une brillante vision multi-aéroportuaire comme Londres ou Tokyo. L'aéroport a été ressuscité parce que Suvarnabhumi était débordé et que la ville n'avait aucun autre exutoire. Une solution temporaire a été greffée sur un problème permanent. Une fois Don Mueang rouvert, les compagnies à bas coût ont gravité vers Don Mueang. AirAsia, Nok Air et Lion Air y ont établi leur base. Suvarnabhumi est resté la porte d'entrée des vols long courriers à service complet, abritant Thai Airways et les transporteurs des réseaux mondiaux. Il y a une véritable logique à cela. Les compagnies aériennes à bas prix veulent des frais réduits, des terminaux plus simples, des rotations plus rapides et un accès facile. Don Mueang offrait tout cela. Les transporteurs à service complet veulent des installations haut de gamme, une infrastructure d'alliance et une capacité de fret, ce que Suvarnabhumi offrait. Répartir le trafic soulageait également la pression sur l'aéroport principal. Mais cela a créé quelque chose de plus subtil et de plus dommageable. Une séparation par aéroport et non par terminal. Bangkok n'a pas placé ces deux univers aériens sous un même toit. Elle les a placés aux extrémités opposées d'une mégapole engorgée. Un véritable hub repose sur la simplicité. Vous atterrissez, vous traversez un terminal, vous embarquez pour votre vol suivant. Singapour-Changi, Doha, Dubaï, Kuala Lumpur vendent tous cette fluidité comme un produit. Bangkok brise cela. Imaginez une famille européenne qui effectue un vol long courrier jusqu'à Suvarnabhumi, puis poursuivant avec un billet bon marché vers Krabi ou Koh Samui au départ de Don Mueang. Ils passent l'immigration à BKK. Ils récupèrent leurs bagages lourds. Ils sortent, trouvent un taxi ou la navette et traversent la circulation de Bangkok. Ils arrivent à Don Mueang, réenregistrent leurs bagages, repassent les contrôles de sécurité et marchent jusqu'à la porte d'embarquement, consommant un temps précieux de leurs vacances et s'imposant un stress inutile. Rien ne rend l'étrangeté plus visible que ce qui se passe actuellement entre Dubaï et Bangkok. Emirates assure la liaison Dubaï-Bangkok jusqu'à Suvarnabhumi, la porte d'entrée à service complet, exactement là où l'on s'attendrait à voir atterrir un transporteur long courrier haut de gamme. Puis il y a Fly Dubai. Dès le 15 septembre 2026, Fly Dubai lancera 2 vols quotidiens depuis Dubaï International vers Don Mueang, portant l'ensemble de ses opérations en Thaïlande à 28 vols hebdomadaires, aux côtés de sa liaison vers Krabi. Ainsi, le même écosystème dubaïote au sens large envoie désormais les passagers vers 2 aéroports différents de Bangkok. Emirates vers BKK, Fly Dubai vers DMK. Et ce ne sont pas des rivaux. Ce sont des partenaires étroitement liés, partageant un vaste réseau à Dubaï International. Pourtant, à Bangkok, ce partenariat intégré se scinde physiquement à travers la ville. Une seule alliance, 2 aéroports distants de 45 km. C'est tout le problème de Bangkok condensé dans une seule carte des liaisons. Le choix de Fly Dubai n'est pas un hasard. C'est une compagnie aérienne différente d'Emirates, avec une structure de coûts différente, une flotte de Boeing 737 et un modèle hybride destiné au trafic point-à-point court et moyen courrier. Pour ce modèle, Don Mueang a un sens commercial. Des redevances aéroportuaires plus faibles, des opérations plus simples, une meilleure disponibilité des créneaux et des rotations moins coûteuses. Mais le résultat en termes de réseau est véritablement étrange. Le flux premium et haut de gamme de Dubaï atterrit dans un aéroport de Bangkok, tandis que le flux hybride à bas coût de Dubaï atterrit dans l'autre. Personne ne ressent cette étrangeté plus que le transporteur national de la Thaïlande lui-même. Thai Airways est basé à Suvarnabhumi et a besoin d'un apport de trafic intérieur pour alimenter ses vols long courriers vers l'Europe et l'Australie. Mais le marché intérieur est dominé par les compagnies à bas coût de Don Mueang. Ainsi, un passager de Chiang Mai à destination de Londres soit paie un supplément pour voler avec Thai vers le bon aéroport, soit prend une compagnie low cost bon marché vers le mauvais et subit le transfert d'un bout à l'autre de la ville. Dans les 2 cas, les passagers en correspondance potentielle sont déposés à l'aéroport depuis lequel Thai Airways n'opère pas. Cela prive BKK du trafic d'apport dont un méga hub a besoin. Le problème n'est pas que Bangkok possède 2 aéroports. De nombreuses grandes villes en ont autant. Le problème, c'est que Bangkok a construit un aéroport de remplacement, puis a ressuscité celui qu'il devait remplacer et traite désormais les deux comme des géants permanents.
Don Mueang soulage la pression sur Suvarnabhumi. Mais il en détourne aussi le trafic, ce qui attire les compagnies à bas coût et les passagers domestiques, privant ainsi BKK de l'alimentation dont il a besoin pour dominer en tant que plaque tournante de correspondance. Plus DMK grandit, plus les compagnies aériennes, le personnel, le créneau et les habitudes des passagers se consolident autour de lui, et plus la consolidation devient difficile. Suvarnabhumi menace Don Mueang à l'inverse. Si BKK s'agrandit suffisamment, la question évidente devient: pourquoi Bangkok a-t-il besoin d'un second aéroport de 50 millions de passagers? Un BKK assez grand et assez efficace pourrait absorber les opérations à bas coût, intégrer le trafic domestique et fonctionner comme un écosystème cohérent unique. Ainsi, la croissance de chaque aéroport érode la raison d'être de l'autre. DMK existe parce que BKK était limité. L'expansion de BKK vise à supprimer cette limite. Ils sont au ralenti en train de se disputer mutuellement leur propre existence. Et pourtant Bangkok coule du béton aux deux extrémités de la ville. Suvarnabhumi poursuit une expansion en plusieurs étapes, avec un projet d'extension est visant un achèvement autour de 2030 et un monumental terminal sud conçu pour porter la capacité ultime à environ 120 millions de passagers par an d'ici le milieu des années 2030. Ce chiffre a en réalité été revu à la baisse par rapport à une ambition antérieure de 150 millions et la planification a été chaotique. Durant des années, l'expansion reposait sur un deuxième terminal satellite, le SAT-2. Puis l'exploitant a brusquement annulé le SAT-2 dans son intégralité, invoquant la complexité du traitement des bagages et de longs temps de correspondance, intégrant plutôt cet espace dans l'unique terminal sud. Ce genre de revirement en plein vol sur un projet de plusieurs milliards de bahts est précisément le symptôme d'un système sans stratégie arrêtée. Don Mueang, quant à lui, bénéficie de sa propre expansion de phase 3, d'un nouveau terminal 3, de terminaux plus anciens rénovés et d'une capacité passant d'environ 30 millions à 50 millions de passagers, avec un achèvement s'étendant vers le début des années 2030. Bangkok ne choisit pas un seul aéroport, elle choisit les deux, à pleine échelle, en même temps. Les aéroports n'existent pas de façon isolée. Ils ont besoin de routes, de voies ferrées, d'installations de fret, de parking, d'hôtels, de services d'assistance au sol et de personnel. Faire fonctionner deux géants aux extrémités opposées de la ville signifie tout dupliquer et diviser les financements. Le symptôme le plus évident, c'est le projet de train à grande vitesse reliant trois aéroports destinés à connecter Don Mueang, Suvarnabhumi et Utapao, plus au sud, le long d'une ligne de 220 km parcourue à 250 km/h. Il a été présenté comme la solution ultime au calvaire des transferts d'un bout à l'autre de la ville. Attribué à un consortium dans le cadre d'un partenariat public-privé, il est devenu une saga bureaucratique faite de litiges fonciers, de retards et de renégociation des conditions de paiement, la compagnie des chemins de fer de l'État étant contrainte de modifier le contrat rien que pour maintenir l'engagement du consortium. Le lancement de son service a été repoussé vers 2032. Tant que cette liaison ne fonctionnera pas, les deux aéroports resteront isolés de part et d'autre d'une métropole engorgée et le système demeurera physiquement défaillant, quel que soit l'espace de terminal construit. Les comparaisons rendent la maladresse évidente. Londres compte 6 aéroports parce que son marché est immense et segmenté, et Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City et Southend ont chacun acquis des rôles clairs au fil des décennies. La fragmentation de Londres est désordonnée, mais mature, le produit d'une évolution. Tokyo exploite 2 aéroports, Haneda et Narita, mais leur répartition s'est stabilisée dans la clarté. Haneda plus proche du centre et de plus en plus haut de gamme, Narita pour l'international, le low cost et le fret. Les rôles sont compris. Kuala Lumpur offre le contraste le plus marquant. CLIA sépare le trafic à service complet et le trafic low cost par terminal, terminal 1 et terminal 2 au sein d'un seul système aéroportuaire, de sorte que les correspondances restent dans une même emprise. Bangkok aurait pu faire exactement cela, une séparation par terminal. Au lieu de quoi, elle a choisi une séparation par aéroport. Londres a évolué vers la multiplicité. Bangkok a tenté de se consolider, puis a dû défaire sa propre consolidation et ce revirement ne s'est jamais résolu en un plan. Rien de tout cela ne signifie que le modèle à 2 aéroports est voué à l'échec. Bangkok a véritablement la demande nécessaire pour 2 aéroports. La Thaïlande est une superpuissance touristique.
La demande régionale à Bakou est immense et Suvarnabhumi ne pourrait jamais à lui seul tout absorber confortablement. Don Mueang donne à la ville une capacité supplémentaire de pistes et de terminaux, une base dédiée au low cost, une flexibilité pour les vols intérieurs, des options aéroportuaires moins chères, une résilience opérationnelle et une saine concurrence entre les différents types d'aéroports. Sans lui, Suvarnabhumi serait plus congestionné et les tarifs économiques seraient probablement plus élevés. Le problème n'a jamais été l'existence de Don Mueang, un modèle d'avenir viable et suffisamment clair. BKK comme hub national, long courrier, de fret et de services complets. DMK comme aéroport low cost, domestique et régional. Cela peut réussir si la Thaïlande le souhaite. Si Bangkok le souhaite. En 2006, Bangkok a construit Suvarnabhumi pour résoudre définitivement son problème d'aéroport. En 2007, elle a rouvert Don Mueang parce que cette solution avait échoué en quelques mois. Près de 20 ans plus tard, les deux aéroports sont plus grands que jamais, tous deux sont en expansion et tous deux desservent des marchés énormes et bien réels. Les objectifs ne cessent de grimper. L'ensemble du réseau aéroportuaire a accueilli environ 95 millions de passagers en 2025, avec des prévisions proches de 100 millions pour 2027 et une ambition de 160 millions par an à l'échelle du système d'ici 2034. La capacité existera. C'est la cohérence qui est en question.